Bonjour à tous. Je voulais vous remercier de votre invitation. C'est la première fois que je viens à une réunion de votre association. Donc moi, je suis pneumologue à l'hôpital Bichat et je vais vous parler d'apnée du sommeil et de pneumothorax et les relations avec le syndrome de Marfan. Donc le syndrome d'apnée du sommeil, pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Parce que c'est une maladie qui se caractérise entre autres, un des symptômes principaux, c'est la fatigue, qui est un symptôme qui est souvent observé chez les Marfans. Et donc c'est un diagnostic qu'il faut savoir parfois évoquer, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je voulais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le syndrome d'apnée du sommeil, donc on appelle SAOS, qui veut dire syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est la survenue de 5 apnées par heure de sommeil. Donc ce qu'on appelle une apnée, c'est l'arrêt de la respiration, l'arrêt du flux pendant plus de 10 secondes au cours du cycle du sommeil. On peut appeler parfois ça une hypopnée, c'est-à-dire lorsqu'on voit juste une diminution du flux sans arrêt complet pendant plus de 10 secondes. À quoi est-ce que c'est lié, ce syndrome? Eh bien, c'est lié à la fermeture des voies aériennes supérieures, ici, pendant l'inspiration. Vous savez que lorsqu'on est couché, la déclivité fait que les parties molles se collabent un petit peu, et lorsque l'on dort, on est relâché, et donc les muscles du pharynx se relâchent. Et donc, en position couchée, vous imaginez bien que lorsqu'on a parfois certains facteurs favorisants, eh bien, les voies aériennes supérieures peuvent se fermer totalement au cours de l'inspiration et produire un arrêt du flux, ici, qui va se traduire par une apnée. Alors, est-ce que c'est fréquent dans une population de sujets sains? On trouve que c'est 5% de la population des patients qui ont entre 30 et 65 ans. C'est une pathologie qui touche essentiellement les hommes, et on va le revoir après, c'est une pathologie qui est liée souvent au surpoids. Si on s'intéresse à des populations de sujets malades, notamment des patients qui ont des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension ou des infarctus, ou des patients qui ont des maladies métaboliques comme le diabète, on peut voir que la prévalence est très, très élevée, puisque ça peut monter jusqu'à 30 à 50% de certains patients. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil, ça varie, la fréquence, en fonction du nombre de patients dont on s'intéresse. Alors, est-ce que chez les Marfans, c'est fréquent? Il semblerait que ce soit un peu plus fréquent dans la population normale, mais on a des études qui ne sont pas de très très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on sait? Dans une petite série ici de 61 patients, vous voyez c'est tout petit, 61 patients pour pouvoir faire des études, qui ont été comparés à 26 sujets, sans aucune pathologie, et on a fait attention de prendre des sujets qui étaient du même âge, de même poids et de même sexe. Pourquoi de même poids? Parce que je vous ai dit qu'il y avait une relation avec le surpoids. Et si on fait des examens du sommeil à ces patients Marfan, on trouve que 32% des patients ont un syndrome d'apnée du sommeil. Et dans la population témoin, c'est seulement 11%. Donc effectivement, sur cette étude, on a l'impression que le syndrome d'apnée peut être plus fréquent chez les patients Marfan. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ce sont des syndromes d'apnée du sommeil qui sont peu sévères, puisque vous voyez, 18% ont un index d'apnée, ce qu'on appelle le AHI, c'est l'index d'apnée-hypopnée, supérieur à 15. Donc effectivement, l'apnée du sommeil est plus fréquente chez les Marfans, mais en revanche, ce sont des apnées qui sont peu sévères et qui ne représentent pas des critères de traitement, et je vais vous parler du traitement après. Ce qui est sûr, c'est que c'est d'autant plus fréquent que les sujets sont gros, comme dans n'importe quelle population, donc c'est un rapport évident avec le poids. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est corrélé, la présence des apnées, au diamètre de l'aorte. Donc la question qui se pose derrière, c'est est-ce que les sujets qui ont des apnées, est-ce que cette pathologie ne pourrait pas être une maladie qui aggrave la dilatation de l'aorte? On a une deuxième étude où il y avait le même nombre de patients, mais en revanche, on n'a pas de groupe contrôle, ce qui est toujours embêtant quand on veut faire une étude comparative. Et cette fois-ci, on trouvait, vous voyez, des syndromes d'apnée chez 21% des patients, un petit peu moins. Et là encore, quand on retrouve des apnées, c'est des apnées qui sont peu sévères et qui ne nécessitent pas de prise en charge particulière ou de traitement particulier. Là encore, dans ce travail, il y avait un rapport entre avoir une apnée du sommeil et avoir un surpoids. Et là encore, il y avait une corrélation entre la pathologie apnée du sommeil et la dilatation de l'aorte. Donc, ces études laissent suggérer qu'effectivement, les apnées du sommeil sont plus fréquentes chez les patients atteints de Marfan, mais que ce sont des apnées qui sont peu sévères. La vraie question qui va demeurer, c'est est-ce que le symptôme d'apnée du sommeil peut contribuer à l'aggravation de la pathologie vasculaire. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette relation? Eh bien, vous savez que c'est une maladie du tissu conjonctif, et donc on suppose que les voies aériennes, qui sont des tissus qui ont certaines
mollesse, on va dire entre guillemets, la collapsibilité pourrait être plus importante chez les sujets marfants et faciliter la clôture des voies aériennes au cours du sommeil. D'autre part, on sait qu'il peut y avoir certaines caractéristiques crânio-faciales, notamment des sujets qui auraient des petites mâchoires, avec une mâchoire qui part un peu vers l'arrière, qui pourrait faciliter, là encore, l'occlusion des voies aériennes. Donc il y a des travaux qui se sont intéressés à mesurer la longueur de la mâchoire chez les marfants. Ça pourrait être un élément pour essayer d'orienter les patients qu'il faudrait dépister seront peut-être les patients qui auraient des mâchoires particulièrement courtes. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est vous dire comment est-ce que je peux savoir si j'ai un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, on la suspecte sur des signes cliniques qui ne sont pas très spécifiques, et ensuite on le confirme sur des examens complémentaires. Donc, le premier signe qui doit alerter, mais qui n'est pas spécifique évidemment, c'est le fait d'être fatigué le matin. Des gens qui vont vous dire « je suis fatigué, je me lève le matin, je suis fatigué, j'ai l'impression d'avoir mal dormi, l'impression d'avoir passé une mauvaise nuit ». Vous allez me dire ça peut arriver à tout le monde, mais effectivement ça peut être parfois des fatigues qui sont très importantes. L'autre élément qui doit alerter, c'est la somnolence diurne. Quand on dit la somnolence, c'est le fait de s'endormir dans des situations qui sont pathologiques. C'est-à-dire s'endormir à table, s'endormir en train de parler, s'endormir lors d'une conversation, c'est anormal. En revanche, le fait d'avoir un petit peu sommeil après un repas chargé, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose que tout le monde peut éprouver. Donc la question, c'est somnolence dans des situations anormales. Alors, l'interrogatoire de l'entourage est important. Souvent, les apnées du sommeil sont associées à des ronflements qui sont particulièrement bruyants, c'est-à-dire des ronflements qu'on peut entendre d'une pièce à l'autre, ce qui peut conduire à certains conflits intraconjugaux. Et puis, la caractéristique, c'est souvent le conjoint peut observer des reprises, après l'apnée, des reprises respiratoires qui sont extrêmement bruyantes. Les gens qui font du bruit en dormant, c'est ce qu'on appelle la reprise ventilatoire. Et puis donc, si on a d'autres symptômes qui sont non spécifiques, mais lorsqu'ils sont additionnés les uns aux autres, font suspecter le syndrome d'apnée du sommeil, c'est le fait d'avoir un sommeil qui est non réparateur, c'est-à-dire un sommeil où finalement on se réveille fatigué, le fait de se lever plusieurs fois la nuit pour faire pipi, on appelle la nicturie, la somnolence, je vous en ai parlé, et puis effectivement le fait d'avoir mal à la tête le matin, de transpirer pendant la nuit, peuvent évoquer le diagnostic. Cette grande fatigue peut entraîner aussi des troubles de la mémoire, ou éventuellement des troubles de l'humeur, ou des troubles de la libido. Donc il y a certains patients même qui arrivent directement chez l'urologue, et c'est l'urologue qui voit les patients pour des bilans d'impuissance qui fait le diagnostic d'apnée du sommeil. Donc vous voyez que tous ces symptômes-là, il faut les connaître, ils sont non spécifiques, mais mis l'un à l'autre, doivent faire évoquer le diagnostic. Alors la première chose, si vous êtes suspecté d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil, c'est qu'on vous fera ce score qu'on appelle le score d'Epworth, qui permet de chiffrer le degré de somnolence. Et si le score d'Epworth est supérieur à 11, eh bien, dans ces cas-là, on fera un examen de dépistage ou un examen diagnostique. Alors, c'est quoi le dépistage? C'est ce qu'on appelle l'oxymétrie nocturne. C'est un examen très grossier où on met un capteur de saturométrie, je pense que vous avez tous vu ça, au bout du doigt, et on passe la nuit avec l'oxymètre au bout du doigt et on regarde s'il y a des désaturations en oxygène au cours de la nuit. C'est un examen un peu grossier. S'il est positif, ça nous aide pour le diagnostic. S'il est négatif et que la suspicion du diagnostic est forte, il faudra aller plus loin et il faudra faire ce qu'on appelle la polygraphie nocturne. Donc ça se fait dans un laboratoire du sommeil ou en général dans un centre spécialisé. On va mettre un certain nombre de capteurs. On va mettre un petit capteur ici devant les narines qui va mesurer le débit d'air dans les voies aériennes, qui va permettre de signer l'apnée. On va mettre le fameux oxymètre de pouls et puis on va mettre des sangles au niveau thoracique et au niveau abdominal pour enregistrer les mouvements respiratoires. Donc vous voyez, ça fait un peu Star Trek, mais ça n'empêche pas normalement les patients de dormir et de passer une nuit complète et d'enregistrer tout ce qui se passe au cours de la nuit. Donc après, on obtient ce genre de tracé qui peut être assez long à lire, où vous voyez ici ce patient typiquement, on voit des phases où il respire, vous voyez ici le débit dans ses voies aériennes, et puis vous voyez des phases d'arrêt du flux respiratoire qui sont des phases d'apnée. Donc c'est comme ça qu'on fait le diagnostic sur ce genre de tracé. Alors, quelles conséquences? Donc, bien évidemment, le syndrome d'apnée du sommeil va entraîner des anomalies de la qualité du sommeil, va fragmenter le sommeil, ce qui induit le symptôme cardinal qui est la somnolence, qui est le symptôme dont va se plaindre le patient, d'être fatigué, de se sentir somnolent.
Une première conséquence qui est importante, c'est que ça multiplie le risque d'accident de voiture par 7. Donc en termes de santé publique, c'est important de pouvoir dépister ce genre de maladie. Et je vous rappelle que les patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil ne doivent pas conduire tant qu'ils ne sont pas appareillés. Ça, la somnolence, c'est gênant pour les patients, c'est pas forcément le plus grave. En revanche, ce qui est important, c'est les conséquences vasculaires à long terme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrête de respirer plusieurs minutes pendant la nuit, le taux d'oxygène va diminuer dans l'organisme et ça va induire un certain nombre de conséquences, notamment cardiovasculaires, et ça va induire des hypertensions artérielles. Donc ça, c'est chez tous les patients, marfans ou pas marfans. Le syndrome d'apnée du sommeil est une cause d'hypertension artérielle, est une cause d'infarctus du myocarde, est une cause de troubles du rythme cardiaque, c'est-à-dire d'arythmie, et également une cause d'accidents vasculaires cérébraux. Donc vous voyez que ça peut avoir des conséquences qui sont extrêmement importantes, d'où l'importance de dépister les patients qui ont vraiment des apnées et de pouvoir les traiter. D'autre part, on sait que ça favorise le diabète et les anomalies métaboliques de type hypercholestérolie. Alors, je vous parle du traitement depuis tout à l'heure. C'est quoi la base du traitement des apnées du sommeil? C'est ce qu'on appelle la pression positive continue, la PPC, qui se présente sous forme de cet appareil, avec un petit masque qui se met au niveau du nez, qui est relié à une petite machine. Celle-ci, elle est un peu grosse parce que la photo est un peu ancienne. Maintenant, les machines font à peu près 20 cm, sont totalement, ne font aucun bruit. Et cette petite machine va pousser de l'air dans les voies aériennes au cours de l'expiration. Il va donc faire une espèce d'attelle pneumatique et empêcher le collapsus des voies aériennes au cours du sommeil. Donc c'est un traitement qui est extrêmement efficace. C'est vrai que vous pouvez dire que c'est contraignant de dormir avec cet appareil-là, mais il faut retenir surtout que c'est très efficace. Et les patients ressentent très rapidement l'amélioration de leurs symptômes une fois que le traitement est mis en place. Et même s'il faut un petit peu d'habitude pour dormir avec ce type d'appareillage, finalement, je peux vous assurer que c'est tout à fait faisable. Alors, le traitement, c'est important, ça améliore la qualité de vie, parce qu'effectivement, pour des gens qui sont fatigués, ça va faire disparaître la fatigue de manière extrêmement rapide après quelques nuits passées avec la machine. Ça va améliorer cette sensation de somnolence. Pour les patients à risque d'accident de la route, évidemment, ça diminue le risque de s'endormir au volant. Ça améliore les troubles de l'humeur, les troubles de la libido dont je vous parlais. Surtout, ce qui est très important, c'est que ça fait disparaître le risque cardiovasculaire dont je vous parlais. Une fois que les apnées sont traitées, le risque d'hypertension, de maladie cardiaque va s'améliorer. Ça va améliorer le contrôle de l'hypertension et améliorer le contrôle du diabète. Donc c'est un traitement qui est vraiment qui peut être vécu comme contraignant, mais qui a des conséquences en termes de santé qui sont importantes. Alors évidemment, on avait dit que c'était un rapport avec le surpoids. C'était favorisé par le surpoids et donc la perte de poids est importante puisque les patients qui sont en surpoids, voire qui sont obèses, eh bien lorsqu'on traite, on fait perdre du poids, eh bien on améliore l'apnée du sommeil, voire on les fait disparaître. Et puis il y a toujours des conseils qu'il faut donner, qui est de ne pas consommer d'alcool ou d'anxiolytiques, qui sont des substances qui aggravent le collapsus des voies aériennes et qui vont aggraver les apnées. Sinon, il peut y avoir d'autres traitements, notamment chez les patients qui ont des morphologies particulières, avec cette petite mâchoire dont je vous parlais, ou cette problème de rétrognathisme. Quand il y a manifestement une conformation anatomique qui favorise les apnées, eh bien, il y a des traitements chirurgicaux, des traitements orthopédiques, qui, en faisant avancer la mâchoire, parce qu'on appelle ici des prothèses d'avancée mandibulaire, qui est une petite prothèse qu'on met le soir avant de se coucher, va empêcher, en avançant la mâchoire, empêcher le collapsus des voies aériennes. Si vraiment il y a un réel problème anatomique, une vraie anomalie anatomique, on peut discuter dans certains cas une chirurgie qui est d'avancer la mâchoire de manière chirurgicale, mais vous voyez que c'est une chirurgie qui est très lourde et qui ne doit se faire que chez des gens qui ont réellement une anomalie qui favorise ces apnées du sommeil. Voilà, donc les apnées du sommeil doivent être évoquées devant une somnolence, mais uniquement évoquées, ça ne suffit pas à faire le diagnostic. Si on pense que c'est une maladie qui est plus fréquente chez les patients atteints de Marfan en raison du collapsus important des voies aériennes, la fréquence exacte est mal connue et en tout cas on ne pense pas qu'il faille faire de dépistage systématique, il faut en tout cas uniquement se baser sur les symptômes. Ne pas oublier que les apnées ça se traite et c'est bénéfique pour la santé en général. Est-ce que c'est bénéfique spécifiquement pour les Marfans? C'est-à-dire est-ce que ça peut
améliorer ou en tout cas ralentir l'évolution des anomalies aortiques, ça on ne sait pas, on a besoin d'études particulières pour pouvoir prouver cet intérêt. La deuxième maladie dont je devais vous parler, qui est le pneumothorax. Alors, pourquoi? Parce que le pneumothorax, c'est une maladie qui est fréquente chez les patients atteints de Marfan, et qu'il y a un certain nombre de patients qui font des pneumothorax à répétition, et c'est à cette occasion-là que le diagnostic de Marfan est posé. Alors, c'est quoi un pneumothorax? Eh bien, c'est tout simplement l'irruption d'air entre le poumon ici et la plèvre, qui est la petite membrane qui se trouve entre le poumon et la paroi. Donc, il y a un décollement du poumon, l'air rentre, va induire une hyperpression dans le thorax et le poumon va se rétracter. Donc, ça, c'est un petit schéma anatomique et c'est ce qu'on voit sur la radio, où le poumon, vous voyez, il est tout rabougri ici et il y a une cavité pleine d'air autour. Alors, comment est-ce qu'on doit évoquer le diagnostic de pneumothorax? Eh bien, c'est souvent à l'occasion d'une douleur dans la poitrine, c'est-à-dire une douleur qui peut survenir de manière brutale, qui est souvent majorée par l'inspiration, qui n'est généralement pas extrêmement importante, et souvent s'y associe ce qu'on appelle une dyspnée, c'est-à-dire une sensation d'essoufflement anormale, mais qui n'est pas non plus majeure. Parfois, ça peut juste être révélé par une petite toux sèche, irritative, qui est liée à l'irritation de la plèvre. Donc, effectivement, lorsqu'on a une douleur d'un côté qui est brutale et une sensation d'essoufflement anormale, c'est un diagnostic qu'il faut savoir évoquer. Alors, quel est le rapport avec la maladie de Marfan? Vous savez que la maladie de Marfan, c'est l'anomalie du tissu conjonctif et que le poumon, c'est également un tissu, et qu'on a découvert que chez certains patients atteints de Marfan, eh bien, on pouvait voir ici des bulles, c'est-à-dire des destructions du poumon qui devient ce qu'on appelle soit des bulles, soit des plèbes, c'est-à-dire comme des petits ballons. Et on imagine bien que si cette petite bulle se trouve, parfois ça peut se faire spontanément, et bien l'air va sortir du poumon et va aller remplir la cavité pleurale. Alors, il y a eu des patients qui ont été opérés de leur pneumothorax, on va parler du traitement après, et si on regarde leur poumon, on se rend compte qu'effectivement, on voit des petites bulles. Ça, c'est du poumon normal, hein, avec ce petit aspect un peu qui ressemble à une ruche d'abeille, les alvéoles qui sont normales, et vous voyez ici, il y a une petite bulle, qui est quelque chose de pas normal. Vous voyez ici, le poumon à cet endroit-là, il est détruit, ça fait une petite bulle. Donc on peut observer ce genre de choses. Ce n'est pas spécifique du Marfan, parce que chez des sujets qui n'ont aucune maladie et qui font un pneumothorax, on observe aussi ce même genre d'anomalie. Donc il y a une réelle discussion pour savoir si la mutation du Marfan est responsable de ces petites bulles qu'on observe. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours de travail. Alors, les petites bulles, on peut les voir sur le scanner. Vous voyez ici, il y a un petit trou noir, ça ressemble à une bulle d'air. On en voit une ici, ça c'est des choses qui sont toutes petites. Et puis, chez ce patient-là, on voit que les bulles sont beaucoup plus importantes, qui sont de grands volumes, donc il y a une destruction du poumon qui est importante, et ce sujet-là, il est probablement assez à risque de faire un pneumothorax. Alors, est-ce que c'est fréquent? Oui, on sait que c'est plus fréquent, on a plus de chances de faire un pneumothorax, enfin plus de chances, plus de risques, on va dire, quand on a un Marfan que quand on n'a pas de Marfan. Mais vous voyez que sur une population ici de 166 malades, c'est 4,8% des patients qui ont fait un pneumothorax. Donc ce n'est pas une complication qui est extrêmement fréquente, mais c'est quand même à peu près 5% des patients. Si on regarde, pareil, ces patients, la fréquence des bulles, c'est 9%. D'accord? Donc 9% des patients Marfan ont des bulles, ce qui est à peine plus que les sujets normaux, parce qu'il y a des études qui ont montré que quand on n'a aucune maladie, eh bien c'est 6% des patients qui ont des petites bulles. Donc c'est un peu plus fréquent chez les Marfan, mais pas beaucoup plus. Ce qu'on sait en revanche, c'est que quand on a des bulles, on a plus de risque de faire le pneumothorax, ce qui n'est pas très étonnant. Vous avez bien vu cette espèce de petite bulle qui, si ça pète, ça peut faire un décollement de la plèvre. C'est 25% des patients qui ont des bulles vont faire un pneumothorax, et en revanche 2,7% des patients qui n'ont pas de bulles qui vont faire un pneumothorax. Alors ça, c'est le papier le plus récent qui est intéressant parce que les patients ont eu des scanners, et le scanner, c'est l'examen le plus sensible pour faire le diagnostic de bulles. En revanche, les bulles, vous avez vu, c'est tout petit, on ne les voit pas sur la radiographie de thorax, donc on ne peut pas les dépister sur ce simple examen. Dans d'autres séries, la prévalence du pneumothorax est entre 4 et 11% des patients atteints de Marfan. Et pour ce qui est des bulles, vous voyez, quand on se contente de la radiographie de thorax pour faire le dépistage, bien, on en voit uniquement chez 3 à 5% des patients. Donc c'est beaucoup moins que quand on fait des scanners, mais parce que c'est beaucoup moins sensible pour dépister ces petites anomalies. Alors,
Si vous faites un pneumothorax, est-ce que c'est grave? Non, c'est une maladie qui est relativement bénigne, qui est très gênante pour le patient parce que le traitement il peut être douloureux, mais ce n'est pas une maladie grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir évacuer l'air qui est ici entre le poumon et la paroi. Donc en gros, le traitement, le but c'est de mettre un drain, qui est un petit tuyau, qui va être relié ici à un système aspiratif, pour aspirer l'air, le temps que le petit trou qui s'est fait dans le poumon se ferme, et que le poumon, ici, reprenne sa place et se recolle à la paroi. Donc ça se fait comme ça, donc ça se pose sous anesthésie locale, le petit drain, en général ici sur le côté du thorax, et c'est relié à un système aspiratif. Et il faut en général 48 heures pour que le poumon se recolle. Parfois c'est un petit peu plus long et le drain va devoir rester un petit peu plus longtemps. Alors, le problème du pneumothorax, une fois qu'il a été traité, c'est le risque de récidive. Chez des sujets tout venant qui n'ont pas de maladie particulière, on sait que quand on a fait un pneumothorax, le risque de récidive il est de 30%. Pourquoi? Parce que quand on a une bulle, si la bulle persiste, si la bulle reste et qu'on ne fait pas de traitement de la bulle, et bien si elle a claqué une fois, on peut imaginer qu'elle peut claquer une deuxième fois. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une anomalie du poumon qui prédispose à la survenue du pneumothorax et qu'on ne la traite pas, évidemment, ça risque de récidiver. Donc chez des sujets tout venant, risque de récidive, 30%. Chez les marfangs, on ne connaît pas le risque de récidive, il est probablement identique à celui de la population générale. Qu'est-ce qu'il faut conseiller si on a fait une fois un pneumothorax? Le tabac, je pense, est absolument contre-indiqué parce que c'est une substance qui va aggraver la formation des bulles et des petites blèbes que je vous ai montrées. La seule chose qui est interdite, c'est la plongée avec des bouteilles, qui va être interdite à vie. Donc c'est la seule chose auquel un sujet qui a fait un pneumothorax devra renoncer dans sa vie. Pourquoi? Parce que si le patient fait un pneumothorax alors qu'il est en plongée, c'est une cause de mort immédiate. Donc les complications sont très graves et un médecin de plongée qui fait bien son travail doit rechercher un pneumothorax qui va contre-indiquer ça définitivement. On conseille habituellement d'éviter les instruments avant parce que le fait de souffler en augmentant la pression du thorax peut aggraver le risque de récidive, mais néanmoins ce n'est pas une raison pour contre-indiquer ou interdire formellement cette pratique à des patients. Et puis on conseille d'éviter globalement les situations de ce qu'on appelle d'isolement médical, c'est-à-dire en gros de faire des voyages aventureux sans assurance, parce que si il y a besoin d'un rapatriement parce que le pneumothorax survient, ça peut être une situation compliquée, c'est pas une situation grave médicalement, mais en tout cas une situation qui peut être compliquée. Juste après le pneumothorax, on conseille juste de ne pas prendre l'avion dans le mois qui suit le pneumothorax, mais c'est tout. Une fois qu'on a passé cette période-là, des 4 premières semaines, on peut reprendre l'avion sans aucun problème. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut, si les pneumothorax récidivent, au bout de la deuxième récidive, proposer une intervention chirurgicale dont l'objectif va être de sectionner les bulles et de coller le poumon en faisant ce qu'on appelle un talcage, c'est-à-dire qu'on met dans la paroi thoracique une substance qui va créer une réaction inflammatoire et qui va coller définitivement la plèvre et qui est un traitement préventif des récidives qu'on ne propose pas au premier épisode, mais qu'on propose en cas de récidive. Donc en conclusion, il ne faut pas faire de dépistage systématique des bulles ou des blèbes chez les patients atteints de Marfan, parce que de toute manière, ça ne déboucherait pas sur une prise en charge spécifique. En revanche, si les blèbes sont découverts parce qu'il y a eu un scanner qui a été fait pour une autre raison, eh bien on donne de simples conseils de prudence, c'est-à-dire ce que je vous ai dit précédemment. Et le pneumothorax, il faut juste vous rappeler que c'est souvent bénin, même si le traitement peut sembler lourd, et parfois, si des patients parmi vous ont déjà eu un grain, dire que le traitement peut parfois être douloureux. En tout cas, c'est pas grave. En revanche, le risque de récidive est élevé, et ça, il faut être informé de ce risque. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je voulais remercier le professeur Dorto qui travaille au sommeil à Bichat, qui m'a prêté certaines de ses diapositives sur le sommeil. Je vous remercie.